Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans le podcast des webinaires Inspiration proposés par l'Institut Transition. Notre monde rencontre aujourd'hui des défis immenses qui menacent autant les équilibres de la nature que notre civilisation moderne. Autant de défis sur lesquels nous avons le pouvoir d'agir dans nos vies personnelles, citoyennes et professionnelles. À travers 11 épisodes, ces podcasts souhaitent ouvrir des perspectives d'action et comprendre comment fabriquer dans nos vies citoyennes comme professionnelles cette société écologique et solidaire qui nous anime. Ces podcasts de webinaires sont issus du programme Inspiration, qui propose des formations professionnelles de 18 à 42 heures sur les grands défis de la transition écologique et solidaire, avec des chercheurs, des militants, des professionnels engagés au quotidien sur le terrain à Lyon et dans sa région. L'Institut Transition qui porte ce programme est un institut de formation lyonnais, associatif et participatif qui propose plusieurs programmes pour accompagner professionnels et citoyens très engagés à agir en faveur d'une société écologique et solidaire. Aujourd'hui, Clémentine, Martin et Isabelle vont vous parler des impacts écologiques et sociaux de nos activités. Dérèglement du climat, effondrement de la biodiversité, pollution multiple, fragilisation des liens humains et des solidarités. Nos activités ont un impact significatif sur les équilibres écologiques et sociaux sur lesquels est fondée notre société. Face aux défis que ces crises nous posent, il est désormais indispensable d'évaluer les impacts de nos activités et d'accompagner leurs évolutions pour réussir la nécessaire transition écologique et solidaire de notre société. Ce webinaire propose une ouverture sur des outils et des pratiques pour aider les professionnels qui souhaitent mener ou accompagner ce changement des organisations, des activités et des territoires. Bonne écoute. Donc les objectifs de ce webinaire, ça va être de vous donner des clés de compréhension des enjeux liés aux activités humaines. Alors quand on parle d'activité, c'est pas ce qu'on fait nous au quotidien tous les jours en termes de consommation, de loisirs, etc. Mais c'est plutôt les activités liées aux entreprises, aux organisations de manière générale. On va aussi aborder quelques outils pour analyser ces impacts, essayer de les réduire. Et puis, on va terminer par la manière de mener, dont on pourrait mener le changement dans une structure. Donc, ce webinaire, que vous soyez dans une entreprise, une organisation ou pas, s'adresse à tout le monde parce qu'il va vous donner quand même des clés assez générales pour comprendre un petit peu les enjeux globaux liés à nos activités. Donc, que vous soyez, on va dire, de simples citoyens ou citoyennes intéressés par le sujet ou bien des décideurs en entreprise, on espère qu'en tout cas, ce webinaire pourra vous apporter de nouvelles connaissances ou de nouvelles pistes de réflexion. Alors, il va être animé ce webinaire par nous trois, c'est-à-dire Martin, Isabelle et moi-même. On est trois des cofondateurs de l'Institut Transition. Alors, pour un petit peu poser le décor, je vais vous donner quelques informations sur cet institut. C'est un institut qu'on vient de lancer à Lyon en septembre dernier et qui a pour objectif d'accompagner et d'outiller les personnes qui ont envie de mettre leurs compétences et leur énergie au service de la transition écologique et solidaire. Donc, on a créé différents programmes, un programme sur 1 an qui s'appelle Nouvelle Voie, avec des cours et puis un mémoire de recherche accompagné à réaliser pour creuser un petit peu ces sujets de la transition et pouvoir s'orienter par la suite vers des métiers en lien avec cette thématique-là. Et puis, on va lancer également en 2021 des différentes formations qui s'appellent Inspiration, donc des formations à la carte pour aller creuser différents enjeux liés à la transition écologique et solidaire. Si vous souhaitez en savoir plus, bien sûr, il y a un site, c'est le site www.instituttransition.org. Donc moi, je suis Clémentine Mossé. Alors j'ai un parcours d'ingénieur. J'ai été diplômée en 2012 avec une formation en gestion de projet en ingénierie industrielle. Formation dans laquelle on n'a pas du tout abordé d'ailleurs les impacts liés justement à l'industrie et aux activités de manière générale. Ensuite, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le domaine de l'ingénierie des transports urbains. Alors encore une fois, c'était un boulot très technique, mais dans lequel le volet justement impact de ce qu'on faisait n'était pas vraiment abordé. Et je travaillais aussi avec des collectivités qui pensaient vraiment juste à l'utilité finale en fait du projet, mais on ne regardait pas aussi ses impacts. Donc je pense que c'est des connaissances qui moi m'auraient servi dans mon métier.
Et puis, ce qui s'est passé, alors pour résumer rapidement, c'est que j'ai voulu en fait justement aligner mes convictions écologiques qui étaient présentes chez moi depuis très longtemps avec mes activités professionnelles. Notamment, et c'est avec un peu cette idée en tête que j'ai créé en 2016 une association qui s'appelle The Greener Good à Lyon et qui, elle, a pour objectif, on va dire, d'éco-responsabiliser nos modes de vie. Alors là, on n'est pas sur l'échelle des activités, mais on est plutôt à l'échelle individuelle. Et donc, c'est une association qui a pour objectif de justement nous faire prendre conscience des impacts qu'on a à l'échelle individuelle en termes de mode de vie, de mode de consommation, et justement de mettre en lumière les alternatives. Et donc, le côté éco-responsabilisation me passionne, et c'est pour ça aussi que naturellement, j'en viens aussi à m'interroger sur les impacts plus généraux aussi des activités. Donc, c'est bien sûr deux volets nécessaires et complémentaires. Et puis, depuis 2019, je fais partie de l'aventure de l'Institut Transition et avec Isabelle et Martin ici présents, on a cofondé cet institut et maintenant, du coup, je mène aussi plusieurs missions de coordination de cours et d'enseignement au sein de l'Institut. Voilà pour mon parcours en grand résumé. Et puis, je vais passer la parole à Isabelle. Alors du coup, je vais essayer d'être aussi synthétique que toi, Clem. Alors, sur mon parcours, alors, pareil que Clem, je suis ingénieure de base, donc ingénieure mécanique de formation. Et j'ai travaillé quelques années sur du développement de produits. La dernière entreprise étant une entreprise d'électroménager, de machines à café. Et j'étais partie de ma boîte sur un dernier projet qui avait pour but de mettre le Bluetooth dans la machine à café pour lancer son café avec son téléphone depuis son lit. Donc vous verrez, je vous donne cet exemple parce que je pense qu'on pourra y revenir un peu plus tard. Du coup, j'ai fait le constat de me dire, mais comment est-ce qu'on peut lier son appétence pour la technique, pour le développement de produits, avec quand même des produits qui ont un impact social et environnemental positif. Et donc j'ai pas mal voyagé pour étudier différents projets et observer en fait des projets qui font ce que j'appelle moi de l'ingénierie positive, qui se veut plus sociale, environnementale et qui se base sur la collaboration. Et de retour en France, en fait, mon but a été de voir comment est-ce qu'on pouvait insuffler un peu cette façon de voir la conception, la production dans deux entités qui sont à la fois les entreprises, mais aussi dans les écoles d'ingénieurs, voir comment on pouvait moderniser les programmes. Et donc en entreprise, l'idée c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait amener ces thématiques, essayer de démarrer des projets plus responsables. Et maintenant, je suis aussi pas mal en école d'ingénieur, donc à l'INSA de Lyon, qui est l'école dont j'ai été diplômée en plus, où on parle vraiment de plus en plus de ces thématiques et quasiment tous les étudiants passent maintenant par des sujets de responsabilité de l'ingénieur, d'éco-conception, d'entrepreneuriat social par exemple. Et on est arrivé à ce constat justement aussi avec avec les membres de l'Institut de Transition, de se dire, mais il faudrait aussi former ceux qui ont déjà une expérience professionnelle et qui veulent aller dans la transition. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, je suis aussi dans l'aventure de l'Institut Transition pour récupérer un peu toutes ces personnes qui aiment la technique, mais qui veulent l'appliquer à une transition écologique et solidaire. Martin, on te laisse te présenter en troisième. Avec un défi de synthèse que vous avez relevé avec brio et que je vais tenter de prolonger avec autant de brio. Martin Durigneux, qui suis le président d'Ancila, qui est une association qui suscite, encourage, accompagne à la fois les initiatives citoyennes et les engagements citoyens pour la transition écologique et solidaire sur Lyon et ses alentours, avec une pépinière d'initiatives en particulier où on a accompagné plus de 750 projets qui ont vocation à avoir un impact écologique et social le plus positif possible, qui vont des épiceries zéro déchet aux ateliers d'autoréparation, en passant par les associations d'entraide avec les migrants ou les personnes à la rue. Donc c'est un univers très vaste que j'explore, ce qui m'amène à avoir un regard sur une variété de sujets. À côté de cet engagement qui est un engagement personnel, bénévole, significatif, je suis aussi enseignant dans le supérieur en économie, avec une passion pour économie sociale et solidaire et pour les évolutions des métiers et la transformation des organisations dans une perspective de temps long et pas simplement d'évolution sur les 5 ou 10 dernières années avec des mutations qui sont à la marge, mais aussi les grandes transformations de métiers qui sont opérées depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, ce qui est
une passion qui m'amène à enseigner en économie, en histoire économique et sociale, pour qu'on comprenne comment nos métiers se fabriquent. Et quand on parle aujourd'hui du retour à des artisans ingénieurs, qu'on est parti autrefois on a aujourd'hui d'artisans qui étaient des ingénieurs, on part d'autres fois d'artisans qui sont devenus des ingénieurs. Donc il y a des grandes transformations qu'on retrouve aujourd'hui qui peuvent être des sources d'inspiration et m'inspirent au jour le jour. Donc pour que vous ayez un peu mon parcours, c'est moins que Isa et Clémentine dans des grandes entreprises industrielles ou dans des grandes institutions sur des enjeux très techniques que j'ai été amené à agir, mais plutôt sur le terrain avec des entrepreneurs qui montaient des projets à impact écologique et sociaux. Et c'est aussi ponctuellement auprès d'associations, d'entreprises ou d'organisations qu'on est amené à agir pour les accompagner à mener du changement vers la transition écologique et solidaire, en particulier via une démarche qui est propre à Ancilla, qui s'appelle les ambassadeurs du changement. On accompagne des personnes à agir dans leur quartier, dans leur immeuble et aussi sur leur lieu de travail, parfois avec des fonctions de direction, à amener à des pratiques écologiques, à amener la transition écologique de la machine à café jusqu'aux activités de la structure, donc qui nous amène souvent à y réfléchir et à creuser les leviers du changement, qui sera la partie que je présentais, comment on amène les organisations à bouger. Et peut-être en un petit mot aussi, pourquoi est-ce que c'est moi qui interviens là-dessus, c'est que je suis celui qui est issu des sciences humaines, puisque je suis issu de Sciences Po Lyon, où j'ai étudié en économie, en socio, en philo, politique, pour travailler sur les politiques publiques au départ, mais qui m'a amené à travailler sur la transition des orgas au fur et à mesure de mes engagements. Et j'ai une trentaine d'années, donc ça fait une dizaine d'années de vie professionnelle derrière moi. Et sur ce, je pense que j'ai terminé ma présentation brève. Merci Isa et merci Martin. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer ce webinaire, on a 2 heures ensemble. On va d'abord, justement, avec Isabelle, Martin et moi-même, on va vous apporter pas mal de contenu sur le sujet. Alors moi, j'ai la difficile tâche de vous présenter un peu les grands enjeux actuels, à la fois les enjeux écologiques et puis les enjeux, on va dire, humains, qui sont liés à nos activités. C'est le moment un peu plombant. Parce que c'est voilà un gros sujet et je pense que vous savez toutes et tous que voilà il y a pas mal de catastrophes qui se passent en ce moment sur tous les plans. Donc pour vous parler de ça, en fait, j'avais envie de prendre un petit peu de recul, déjà de parler un peu des activités humaines et puis de leur évolution dans le temps. Alors déjà, pourquoi les activités humaines? C'est quoi? C'est déjà, pourquoi on a besoin? On a besoin de manger, donc forcément derrière il y a de l'agriculture et il y a de l'élevage qui est mis en place. On a besoin de se déplacer, donc il y a des infrastructures de transport qui sont créées. On a besoin de se loger, donc il y a aussi tous les bâtiments qui sont construits. Et puis il y a aussi tous les biens et les services qu'on utilise au quotidien, tous les produits de consommation courante et toutes les industries du coup qu'il y a derrière pour fabriquer ces produits ou en tout cas pour fabriquer les outils ensuite dont on a besoin pour fabriquer ces produits. Et il y a également toutes les infrastructures, donc c'est-à-dire les routes par exemple, tous les bâtiments publics dont on a besoin par exemple. Et puis on peut maintenant aussi penser aux infrastructures numériques qui nous permettent ce soir par exemple d'être connectés. Et qu'est-ce qui rend possible justement toutes ces activités? C'est le fait qu'on ait pu à un certain moment maîtriser l'énergie et la rendre très accessible, accessible très facilement partout, tout le temps. C'est aussi le fait qu'on utilise des ressources naturelles pour construire tous les objets, les services, les infrastructures que je vous ai présentés. C'est le fait aussi de disposer, on va dire, d'espace, de sol, justement, pour mettre en place ces activités, pour mettre en place des routes, des surfaces commerciales, des bâtiments, etc. Et puis, il y a un facteur, bien entendu, hyper important qui est l'humain, puisque c'est l'humain aussi qui va concevoir, fabriquer et utiliser les produits de ces activités. Alors, je voulais faire un petit retour en arrière, justement, pour un peu prendre la mesure de ce que cette capacité à capter l'énergie et à utiliser a eu sur l'humanité. En fait, il faut savoir qu'il y a 40 000 ans, donc on n'avait pas encore, bien sûr, toutes les technologies actuelles pour utiliser l'énergie, donc on était 1 milliard d'êtres humains sur Terre. Et puis, il y a moins 10 000 ans, l'agriculture est apparue.
l'agriculture qui a permis justement, on va dire, d'avoir des calories d'énergie pour se nourrir accessible facilement. Et grâce à l'agriculture, la population a augmenté jusqu'à atteindre 200 millions de personnes il y a 2000 ans. Ensuite, on a eu un autre outil qui nous a permis de maîtriser l'énergie. Ça a été les moulins qui sont apparus au XVIe siècle, qui ont permis de stocker encore plus de nourriture. Et on est passé au XVIe siècle à 500 millions d'habitants sur la Terre. Et bien sûr, une très grande étape a été la découverte des hydrocarbures, c'est-à-dire les énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz. Et ce sont ces énergies qui nous permettent aujourd'hui d'avoir le confort moderne qu'on connaît et puis aussi de stabiliser les rendements agricoles. Et cette avancée majeure a fait exploser la démographie et aujourd'hui, on est à quasiment 8 milliards d'habitants sur cette planète. Alors justement, on sait maintenant que l'utilisation massive de ces énergies a des conséquences multiples, notamment sur des conséquences écologiques, sur notre environnement, mais pas que. On appelle aussi ces conséquences des externalités négatives. Alors, c'est quoi un impact environnemental déjà pour commencer? Alors, je vais vous citer une définition de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, qui nous dit que c'est l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et fonctionnelles de l'environnement, qu'elles soient négatives ou positives, engendrées par un projet, un processus, un procédé, un ou des organismes, un ou des produits, de sa conception à sa fin de vie. Et il y a trois principales catégories d'impacts environnementaux. Il y a tout ce qui est lié aux pollutions. Alors une pollution, en fait, c'est une contamination de l'environnement qui résulte des activités humaines et qui nuit aux espèces vivantes, aux êtres humains et au fonctionnement des processus terrestres. Et dans ces pollutions, on retrouve bien entendu les gaz à effet de serre. Alors les gaz à effet de serre, c'est des pollutions, ils ne sont pas forcément nocives pour nous, êtres humains, ou pour la faune, la flore, la biodiversité, mais en tout cas, ça va être nocif pour ce qu'on appelle les processus terrestres, donc le climat. Ensuite, je vous parlais de trois catégories principales d'impact, donc les pollutions, il y a l'épuisement des ressources, on va en parler, et puis la destruction des milieux naturels. Je vais revenir un petit peu sur ces trois points pour donner quelques chiffres. Alors, vous allez voir, avec ma formation Ingé, je donne souvent beaucoup de chiffres. Alors, j'ai essayé de me contenir, mais voilà, ça se peut que j'en dise pas mal. Alors, parlons d'abord justement des émissions de gaz à effet de serre, qui sont dues notamment à la combustion des énergies fossiles. C'est quoi le problème avec ces gaz à effet de serre? C'est qu'ils vont justement amplifier l'effet de serre naturel. Et donc réchauffer de manière générale le climat. Donc actuellement, la température terrestre est d'environ 15 degrés et c'est grâce justement à ces gaz à effet de serre que la vie a pu se développer. Le problème, c'est que si la température augmente trop, on va avoir des changements irréversibles. Ce qui a été acté, et je pense que vous en avez entendu parler récemment dans l'actualité, c'est en 2015, l'accord de Paris, justement, a acté, en tout cas, plusieurs pays se sont engagés à faire en sorte que leurs émissions de gaz à effet de serre n'engendrent pas un changement dans la température, une hausse de température de plus 1,5 à plus 2 degrés, parce que les scientifiques estiment qu'au-delà, on atteindra des changements irréversibles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les mécanismes de l'effet de serre, mais en tout cas, c'est un problème vraiment majeur et dont tout le monde doit s'emparer, que ce soit au niveau individuel ou au niveau justement des activités, des collectivités, des gouvernements, etc. Donc voilà, premier problème au niveau des gaz à effet de serre qui sont engendrés par nos activités. Ensuite, je vais vous parler aussi des ressources. Donc, pour mener à bien toutes ces activités, on a besoin d'extraire du sol des minerais, des minéraux, les combustibles fossiles, aussi la biomasse, c'est-à-dire les arbres, par exemple. Et chaque année, on estime qu'il y a 100 milliards de tonnes de ressources qui sont extraites de la Terre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le côté économie circulaire à 100%, c'est un mythe. C'est-à-dire que toutes ces ressources qu'on extrait de la Terre, on ne va pas toutes pouvoir les réutiliser. En effet, il y a 22 milliards de tonnes parmi ces 100 milliards qui finissent dispersés dans divers produits et donc qui sont irrécupérables.
c'est-à-dire qui vont finir dans des smartphones ou en tant que colorant dans un plastique. On ne pourra jamais récupérer chaque matière, en tout cas chaque ressource individuellement. Et puis aussi, on a une partie qui est disséminée sous forme de gaz, c'est-à-dire que pareil, une fois que les gaz sont libérés, on ne pourra jamais les récupérer. Donc là, s'il y a des scientifiques parmi vous qui ont entendu parler de thermodynamique, donc on a le principe de l'irréversibilité, c'est-à-dire que voilà, une fois que le matériau est utilisé de telle ou telle manière, on ne pourra pas le récupérer. Et puis, il y a un autre principe qui est en jeu à ce moment-là, c'est le principe thermodynamique de l'entropie, c'est-à-dire que en fait, tous les matériaux qu'on va utiliser pour construire quelque chose, en fait, si on voulait les récupérer, ça nous demanderait beaucoup plus d'énergie de récupérer chaque composé un à un, plutôt que de fabriquer l'objet en lui-même. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait, toutes ces ressources qu'on extrait, en fait, quelque part, on les extrait de manière irréversible, comme je le disais. Et on estime que d'ici 2050, on passerait à 170 à 180 milliards de tonnes extraites de la Terre par an. Il y a un chiffre qui est assez répandu. On estime aussi, pour terminer sur le sujet des ressources, qu'aujourd'hui, il nous faudrait à peu près 2,7 planètes en termes de ressources si tout le monde vivait comme un Français moyen. Donc, c'est un chiffre qui illustre aussi que nos modes de vie actuels en tant que Français ne sont pas soutenables parce qu'on utilise beaucoup plus de ressources que ce que la planète peut nous fournir. Ensuite, je vais terminer par 2 derniers sujets rapidement. Je vous le disais aussi, nos activités demandent des espaces qu'on artificialise, c'est-à-dire qu'on va créer des routes, on va bétonner des sols, on va créer des entrepôts logistiques énormes ou des industries. On estime par exemple qu'en France, il y a l'équivalent d'un département qui est artificialisé tous les 7 à 10 ans. Et le problème, c'est que ça va détruire des écosystèmes, détruire des milieux naturels et donc appauvrir la biodiversité. Et aujourd'hui, on estime que 75% des environnements terrestres sont sévèrement altérés par les activités humaines et 40% des environnements marins le sont. Et enfin, je vous parlais aussi du sujet de la pollution, donc la pollution qui peut concerner l'eau, l'air, les sols. On parle aussi beaucoup de pollution plastique. Et ces pollutions vont avoir aussi évidemment des impacts sur la santé humaine. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que c'est encore assez conséquent de rentrer dans le détail. Mais voilà un petit peu les grandes conséquences environnementales. Alors bien sûr, les activités humaines n'ont pas que des conséquences écologiques, mais elles ont aussi des conséquences sur nous, humains. Alors qu'à la base, elles sont censées nous servir et améliorer nos conditions de vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le dérèglement climatique dont je vous ai parlé, qui serait dû à une augmentation trop importante de la température moyenne à la surface du globe, du coup, engendrera des catastrophes climatiques de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et on estime justement que ces catastrophes pourraient, en tout cas, engendreront de très nombreux réfugiés climatiques. Et l'ONU estime que d'ici 2050, il y aurait 250 millions de réfugiés climatiques dans le monde, c'est-à-dire de personnes qui devront partir de chez elles parce que leur environnement de vie aura été dévasté, ou parce qu'ils connaîtront aussi des crises alimentaires du fait de sécheresse, de baisse des rendements agricoles, etc. Ensuite, ces activités ont aussi des conséquences sur la santé. Donc, je parlais des pollutions de l'eau, de l'air. On a aussi la question des perturbateurs endocriniens, par exemple, qui peuvent perturber nos systèmes hormonaux et des perturbateurs qui se retrouvent aussi dans l'eau et dans l'air, par exemple. Et puis, encore un chiffre pour illustrer ça. Sur la pollution de l'air, qu'en France, par exemple, on estime qu'il y a 48 000 décès prématurés par an qui sont dus à la pollution de l'air. Et enfin, bien sûr, toutes ces activités sont réalisées par des humains et on sait que certains humains sont extrêmement maltraités. Par exemple, on pense aux ouvriers textiles. Il y a eu notamment un événement dans le domaine de l'industrie textile qui a beaucoup fait parler, qui est l'effondrement du Rana Plaza
en 2015 au Bangladesh. Donc, c'était un bâtiment qui abritait des milliers d'ouvriers textiles et son effondrement a entraîné la mort de plus de 1100 personnes. Alors ça, c'est juste un événement parmi plein d'autres choses, mais en tout cas, voilà, c'est pour illustrer que tous les produits, les biens de consommation auxquels on a accès aujourd'hui, ils ont été fabriqués par des personnes et ça pose aussi des questions justement d'éthique par rapport à leurs conditions de travail. Voilà, donc j'ai balayé très très rapidement un petit peu ces enjeux-là. Je pourrais pas aller plus loin parce qu'on a encore beaucoup de contenu après. En tout cas, je voulais terminer cette rapide présentation en insistant aussi sur le fait que même si un produit se veut écologique, dans tous les cas, chaque produit ou service a forcément un impact environnemental. L'impact nul n'existe pas. Mais on peut apporter une attention particulière justement pour amoindrir les impacts de nos produits et de nos services et faire en sorte justement qu'ils soient conçus et fabriqués des manières les plus éco-responsables et les plus éthiques possibles. Voilà, donc c'est un peu le sujet de notre webinaire. Alors, je vais passer justement peut-être pour aller sur le côté un peu plus sympathique la main pour voir justement comment faire changer tout ça. Et je vais passer la main à Martin justement qui va, avant de voir comment on peut améliorer l'impact, déjà savoir est-ce qu'un produit ou un service est vraiment utile, est-ce qu'on doit poursuivre son utilisation. Tout à fait, ce que disait Clémentine en introduction et en fin d'introduction est absolument décisif, de toujours se souvenir que toute activité économique humaine a des conséquences pour les hommes qui la pratiquent et pour la nature qui nous abrite, et que de ce point de vue-là, aucune activité économique n'est anodine, et que si des activités n'ont pas d'utilité sociale, donc c'est le terme qu'on va mobiliser, il est potentiellement pertinent de simplement s'en départir, les abandonner, les laisser dans les tréfonds de notre histoire humaine pour se concentrer sur des activités qui ont le moins d'impact possible et la plus grande utilité possible. Donc c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui, avec aussi un point que Clémentine a partagé, qui est bien d'avoir en tête, que ce qu'on pense pour nous dans nos sociétés occidentales, dans nos sociétés européennes et dans les élites des sociétés du Sud qui commencent à émerger, ont vocation à se déployer dans le monde entier. Donc quand aujourd'hui on a un facteur de 400, 500, 600 millions de personnes qui ont nos modes de vie, on ne peut pas se résoudre à calculer avec cette base. On doit, d'un point de vue d'éthique, calculer avec une base de 8 milliards ou de 9 milliards de personnes, de telle manière qu'il faut se souvenir que nos modes de vie ne sont déjà pas soutenables à 500, 600 millions de personnes qui les pratiquent, et qu'ils ne le sont encore moins si on bascule sur 8 ou 9 milliards. Donc il y a des transformations significatives à opérer, bien supérieures à simplement la réduction pour nos sociétés, mais aussi une transformation considérant que les autres sociétés vont nous rejoindre dans une certaine mesure dans nos modes de vie. Alors du coup, pour se plonger dans mon objet à moi, qui est un premier temps d'analyse d'utilité sociale, la question c'est de se dire entre nous, quand on a un objet, quand on a une activité, quand on a un service, comment est-ce qu'on arrive à se dire quelle est son utilité sociale? Comment est-ce qu'on arrive à analyser cette utilité? Alors le premier point qui est très important à avoir, c'est que cette analyse est nécessairement subjective et qu'elle est essentiellement politique. Ce n'est pas une analyse scientifique, ce n'est pas une analyse qui obéit à une rigueur objective qui viserait à déterminer ce qui est juste ou ce qui est injuste par des calculs mathématiques. Cette analyse d'utilité sociale, elle revient à nos représentations politiques du monde, à nos représentations du bien, à nos représentations du mal, et elle nous amènerait à avoir des conclusions radicalement différentes si nous les changions. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je vais considérer qu'une association pour le maintien d'une agriculture paysanne qui défend une agriculture paysanne, une AMAP, est d'utilité sociale, elle va avoir un impact positif, quand pour notre ancien président des États-Unis, Donald Trump, il est tout à fait possible qu'un cartable pare-balles qui protège les enfants et un pistolet pour enfants soit un objet d'utilité sociale prioritaire qui constitue un grand bien, alors que pour moi, ça constitue plutôt, voire significativement, un grand mal.
Donc c'est très important de bien avoir en tête qu'on n'est pas en train de convoquer des analyses scientifiques quand on parle d'utilité sociale, on est en train de convoquer des représentations politiques du monde de ce qui est bien et de ce qui est mal, c'est-à-dire une analyse morale. C'est très important parce que c'est une rupture historique. Un économiste classique, prenons Adam Smith, qui par ailleurs est un moraliste, mais prenons Adam Smith, grand économiste fondateur de notre science, pour moi qui suis économiste, quand il analyse ce qu'il appelle l'utilité sociale, il considère simplement qu'il existe une demande sociale. Donc il existe des consommateurs, il existe des clients qui sur un marché désirent un bien ou un service. Et que lui, en tant que scientifique, et non pas dans sa pensée morale quand il écrit son ouvrage sur les sentiments moraux, en tant que scientifique, en tant qu'économiste, il n'a pas à se positionner sur le bien fondé d'une consommation par rapport à une autre. Donc c'est important parce que là, on a induit au tournant des années, on va dire 80, avec ce qu'on appellera plus tard le développement durable, même si c'était préfiguré avant, une analyse morale en économie, alors que précisément la science économique, c'était départie des analyses morales pour dire chacun est libre et à partir de ce principe-là, chacun peut consommer ce qu'il souhaite, comme il le souhaite, quand il le souhaite. C'est assez important. Je regardais un échange sur LinkedIn d'un de nos ambassadeurs du changement qui se bagarrait avec on va dire une personne qui était assez climato-sceptique, mais qui disait nous on est la génération de la liberté et c'est insupportable d'imaginer qu'on va nous interdire des trucs. Et il y avait une confrontation. C'est la philosophie libérale qui est empreinte depuis la fin du Moyen Âge de on n'a pas à juger ce que les uns et les autres consomment, on n'a pas à avoir de regard moral dessus. Dès lors qu'on parle d'utilité sociale, on assume qu'on va regarder une activité pour voir si d'après nous en tant que personnalité politique, en tant que personne qui porte des valeurs, on pense qu'elle répond à des enjeux de société et qu'elle incarne une solution positive d'un point de vue de la dignité humaine, qu'évoquait Clémentine, de la justice sociale ou de la préservation de la nature. Donc ce qu'on appelle traditionnellement transition écologique et solidaire comprend la dignité humaine, le fait de ne pas abîmer les personnes, la justice sociale, ne pas créer d'inégalités qui ne soient pas cohérentes avec la réalité vécue des personnes, et de préserver la nature avec la transition écologique. Donc quand on se retrouve devant ce principe-là, on va se dire comment est-ce que je vais juger d'utilité sociale d'une activité. Je suis un peu perdu. J'aime bien regarder. Hier soir, j'ai regardé Angesco, mon équipe de foot préférée, sur la télé, sur mon ordinateur. Et d'un autre côté, j'ai mangé du chocolat et j'ai mangé des lentilles. Enfin, ça a été ma soirée, quoi. Plus probablement du pain. Voilà. À peu près mon activité, plus peut-être j'ai pris une douche. Comment est-ce que je vais savoir si, ça c'est à titre personnel, mais vous pouvez le décliner pour une entreprise, vous pouvez le décliner pour une association, vous pouvez le décliner pour une institution possible. Comment est-ce que je vais déterminer si c'est utile ou pas ce que j'ai pu vivre? Et d'autre part, je vais devoir déterminer cet impact qu'a mon activité pour voir à quel point c'est grave ce que je fais en mangeant du chocolat ou en regardant Angesco gagner contre Lille hier soir. Donc la première question que je vais me poser, c'est est-ce que mon activité est, et là il y a 4 termes potentiels que je vous partage qui sont les miens. C'est une approche scientifique qui reste artisanale, c'est pas éprouvé par des décennies de recherche scientifique en sémantique. C'est mes mots, donc vous pouvez trouver les vôtres. Il y a 4 mots que j'utilise. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle est futile? Ou est-ce qu'elle est inutile? Et à chaque fois, sur chacun de ces mots, je vais y appliquer une règle du pourquoi est-ce que j'attribue ce mot-là et pour qui je considère que c'est utile, inutile, etc. Donc pour donner le sens de ces mots, ce que j'appellerais nécessaire, c'est ce qui va vraiment être indispensable. Sans cette activité, cet objet, ce service, ma vie humaine est abîmée. Je dis pas que ce sont strictement et uniquement ce qu'on appelle les besoins fondamentaux, parce que c'est une notion qui est absurde. Vous avez autant besoin d'être aimé par vos parents, d'être reconnu par la société, que vous avez besoin d'être nourri et d'être logé. Les hiérarchiser est une folie quand on analyse en sciences sociales, puisqu'en fait en pratique, vous allez pouvoir sacrifier votre alimentation, sacrifier votre santé pour être reconnu par vos amis ou par vos parents. Donc il faut surtout pas tomber dans ce champ de la nécessité égale simplement manger, dormir et se vêtir. Enfin, dormir égale avoir un toit pour se loger. C'est strictement faux. C'est donc regarder s'il y a une nécessité qui vous constitue. Une utilité, le deuxième mot, le mot d'utile, c'est est-ce que cette activité va vous permettre de progresser, de grandir. Mais vous pourriez, d'un certain point de vue, vous en passer sans que votre dignité humaine, sans que votre intégrité soit mise en cause.
Troisième concept, le futile, c'est que ça vous éclate, ça vous fait plaisir, vous aimez bien, mais c'est pas du tout indispensable, c'est pas du tout vraiment utile, c'est vraiment du plaisir, mais si on vous propose autre chose à la place, on vous le prendrait avec plaisir. Et inutile, c'est clairement que c'est quelque chose qui ne sert à rien, soit parce que vous en servez pas, soit parce que c'est gaspillé, soit parce que c'est clairement absurde. Donc tous les cadeaux que vous faites, le cadeau c'est une fabrique d'absurdité, c'est-à-dire que vous allez offrir un cadeau symbolique à quelqu'un en mode, ah j'ai pensé à toi en voyant ce truc-là, truc qu'il va mettre dans un coin et qui touchera jamais. Et ça, les cadeaux c'est vraiment un des endroits quand vous cherchez là où il y a le plus d'inutilité dans les objets, vous trouvez une fantastique espace pour des trucs qui ne servent strictement à rien et à personne. Ça c'est valable, je vous l'ai fait côté personne parce qu'on part de nous au départ, mais en fait vous le faites côté entreprise si vous êtes une entreprise, institution si vous avez un service public à créer, association si vous menez des actions. Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que pour moi c'est nécessaire? Et pour qui c'est vraiment nécessaire? Une fois que vous avez fait cette logique-là, vous arrivez à la deuxième étape qui est est-ce que mon activité, et on verra ça avec Isa, elle a des impacts. Mon activité a-t-elle des impacts négatifs? Si oui, pourquoi? Et pour qui? Écologiques, sociaux, etc. Est-ce que ces impacts sont globalement neutres? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un truc qui a beaucoup d'impacts écologiques, qui a beaucoup d'impacts sociaux, mais ça fait pas non plus beaucoup de bien. A priori, ça restaure rien, ça protège rien. C'est un truc où quand je regarde, c'est pas, ça va être vraiment infime quoi, comme conséquence par rapport à d'autres. Et où est-ce que ça a des impacts positifs? C'est-à-dire que globalement, mener cette action va rendre la situation meilleure sur le plan écologique et social, sachant que ces impacts négatifs, neutres et positifs ne sont pas en général, ils sont à diviser par objet. On peut avoir par exemple un impact négatif moins important sur le climat avec du diesel, mais plus important négatif sur la pollution de l'air, et avec l'essence le contraire. Donc en fait, il s'agit bien ensuite, et c'est ce que fera Isa avec vous, de pas avoir une analyse unidimensionnelle avec une note, genre 14 ou 12 ou 10, mais bien de regarder sur toutes les conséquences que ça a, pourquoi et qui va en pâtir. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un croisement qui va déjà vous permettre d'éliminer un certain nombre de choses. Si globalement c'est une activité inutile et qui a un impact fort, vous arrêtez. Si c'est une activité futile qui a un impact fort, vous arrêtez. Et pour une organisation, c'est pareil, et vous pouvez le faire, vous prenez les voyages, vous prenez les consommations, ça élimine un certain nombre d'activités où vous dites, en fait, ça simplement, il faut arrêter de les produire, il faut arrêter de les avoir. Si par contre vous avez une activité nécessaire ou utile qui a un impact négatif fort, eh bien c'est là qu'il va falloir chercher à évoluer. Et c'est là que les enjeux d'analyser réellement en profondeur pour voir les leviers du changement vont être importants. Et j'ai terminé là mon premier propos pour discerner si on garde une activité et une fois qu'on la garde, il faut la changer quoi, potentiellement. Ok, merci Martin. Donc comme tu disais, en fait, une fois qu'on sait, si justement une activité on se rend compte qu'elle est utile et qu'on veut la poursuivre, justement, comment on fait pour analyser ces impacts et ensuite pour les réduire? Et donc, j'ai invité Isabelle à nous rejoindre pour parler de ce sujet. Merci Martin du coup d'avoir commencé par cette histoire de besoin, parce qu'en fait c'est souvent une question qu'on se pose pas assez souvent quand on réfléchit impact et qu'on réfléchit impact environnementaux. Souvent je vois des entreprises réfléchir à éco-concevoir un produit mais qui ne sert absolument à rien. Ce que disait Aurélien Barraud, on peut faire un bulldozer à l'énergie solaire, mais si ça détruit l'Amazonie, est-ce que c'est vraiment intéressant? Donc dans tous les cas, déjà la première question avant de penser ces impacts écologiques, c'est cette porte d'entrée du besoin. Une fois qu'on a passé le besoin, comment est-ce qu'on réfléchit, quels sont les points pour lesquels faire attention pour vérifier qu'on fait une analyse la plus pertinente possible de ces impacts écologiques. Là, pour l'instant, on va parler des impacts écologiques. Alors déjà, un premier point à garder en tête, c'est ce qu'on appelle l'approche multi-étapes. C'est-à-dire que votre produit, votre service va avoir plusieurs étapes qui vont de sa conception, la naissance, à sa fin de vie. Ces étapes, classiquement, on peut en général les ranger sous ces différentes étapes qui sont sourcées des matières premières. Donc, trouver les matières premières pour créer son produit. Les transformer, donc l'étape de fabrication, qui va être dans des usines la plupart du temps. Le transport, qui est lié à tout ça et bien penser vraiment à tous les types de transports nécessaires pour concevoir son produit. La phase d'utilisation, qui est la phase la plus visible, qui est la phase pendant que l'utilisateur va utiliser le produit. Et enfin, la fin de vie. Et dans certains cas, vous avez un retour dans le cycle, dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Vous pouvez avoir
un recyclage de matière, vous pouvez avoir des appareils reconditionnés par exemple, et dans ce cas-là, vous revenez dans le cycle. Donc cette approche multi-étapes est fortement liée avec cette notion d'analyse de cycle de vie. Et en fait, elle est importante pour analyser de façon pertinente, puisque en général, on a tendance à voir seulement la phase d'utilisation, parce que c'est le haut de l'iceberg. Forcément, quand vous utilisez le produit, vous vous rendez compte de l'énergie qui est nécessaire, vous vous rendez compte des consommables qui sont nécessaires, vous voyez le poids du produit. Mais en fait, quand on fait le bilan de toutes ces étapes, on se rend compte qu'il y a quand même une empreinte qui est en général bien plus importante. Et on va prendre un exemple très simple qui va parler à tout le monde. C'est le cas, par exemple, de la voiture électrique. Vous prenez la voiture électrique, vous regardez, vous allumez la télé, vous tombez sur une pub sur la voiture électrique, vous allez avoir zéro émission, pas de pollution, zéro émission de gaz à effet de serre, par exemple. C'est pas forcément faux, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'utilisation, la voiture électrique a pas mal d'avantages. Vous avez peu de pollution, vous avez une faible utilisation d'énergie fossile. Par contre, quand vous avez une approche cycle de vie multi-étapes, vous vous rendez compte que les 2 étapes qui vont être les plus impactantes sur une voiture électrique, ça va être récupérer la matière première pour faire des batteries et ça va être la fabrication aussi parce que les batteries sont enfin, une voiture électrique est bien plus complexe à fabriquer qu'une voiture thermique, par exemple. Et quand on regarde la première phase, par exemple, de matériaux, on se rend compte que ça va impliquer beaucoup de métaux rares, typiquement, qui implique souvent une détérioration des environnements qui va être importante. De un, parce qu'on utilise beaucoup de produits chimiques pour pouvoir récupérer ces métaux rares, et de deux, on a une empreinte au sol qui est quand même assez catastrophique sur ce type de métaux. Donc voilà déjà le type d'infos que vous apprenez avec une approche multi-étapes. La deuxième approche qui est intéressante à avoir en tête, c'est ce qu'on appelle l'approche multicritère. C'est-à-dire que quand on réfléchit empreinte écologique ne veut pas dire juste empreinte climat, empreinte effet de serre. C'est un gros raccourci qu'on entend alors à la fois dans les entreprises, que j'entends chez les étudiants ou même dans des sphères engagées écologiques. Vraiment, faut avoir en tête que ce que vous a expliqué Clémentine au début de ce webinaire, c'est que l'impact écologique, environnemental, ça va prendre vraiment plusieurs dimensions. Ça va être autant les impacts sur la biodiversité, ça va être autant la toxicité, les pollutions. Et donc déjà, quand on veut réfléchir l'analyse de l'impact environnemental de son produit, il faut avoir conscience de tous ces différents critères. Vous avez par exemple l'Europe qui a fait une charte qui s'appelle le Product Environmental Footprint, PEF, qui justement référence un peu les grands critères à prendre en compte quand on fait une analyse d'impact écologique. Et sur ça, tout ça, pourquoi? Pour avoir encore une fois une analyse pertinente. Si on prend le cas de l'énergie nucléaire, par exemple, vous essayez de réfléchir l'impact environnemental de l'énergie nucléaire. En effet, en CO2, c'est une réponse qui est très intéressante, puisque en termes d'effet de serre, vous avez peu de production de gaz à effet de serre grâce à l'énergie nucléaire. Par contre, vous allez avoir des déchets toxiques qui sont très importants, ce qui fait totalement la balance de tout ça. Donc faites toujours attention à regarder quel est le critère qui va être pertinent pour le produit, le service qui vous concerne. Tout ça pour éviter l'effet que j'appelle l'effet choupa choups. Alors si il y a une vingtaine d'années, il y avait des pubs pour choupa choups qui disaient choupa choups, la sucette, 0% de matière grasse. Alors c'est vrai, je n'en sais rien, mais en fait c'est pas ça l'important quand on réfléchit à l'impact santé d'une choupa choups, c'est beaucoup plus le sucre qui est gênant là-dedans. Et voilà, donc c'est toujours ça en fait. Des fois, vous allez avoir des produits, des services qui vont mettre en avant le climat, qui vont mettre en avant la pollution, etc. Mais finalement, le plus gros de leur impact environnemental va parfois être autre part. Donc, il faut toujours garder un regard critique sur ce côté-là. Après, vous avez une troisième approche que j'avais envie de partager avec vous, c'est ce qu'on appelle l'approche système en éco-conception. Donc, l'approche système, c'est dire que quand vous allez étudier un produit ou un service, il faut le réfléchir dans sa globalité. On va prendre un exemple simple qui est par exemple la location de vélo. Donc le Vélove pour les Lyonnais qui sont dans la salle, le Vélib pour ceux qui sont plus d'Île-de-France. Quand vous réfléchissez une solution de location de vélo de ce type, bien sûr, vous allez réfléchir l'impact environnemental du vélo en tant que tel, la quantité de métal nécessaire, la durée de vie du produit, etc.
Par contre, vous devez réfléchir à la solution dans sa globalité. Donc, c'est-à-dire que vous devez penser aussi aux bornes sur lesquelles vont être branchés les vélos. Ça va être aussi la réflexion de toute l'infrastructure numérique qui a une empreinte écologique, comme avait évoqué rapidement Clémentine. Donc, tout le système numérique qui va être autour pour faire le système d'abonnement, de location, de paiement. Ça va aussi prendre en compte toute la maintenance, toutes les pièces détachées qui sont nécessaires pour entretenir tout ça. Donc voilà, c'est le type de réflexion qu'il faut garder quand vous réfléchissez le vélo. Et par exemple, si vous êtes une collectivité, vous pouvez réfléchir à étendre votre système jusqu'aux pistes cyclables. Si vous êtes, cas numéro 1, vous êtes dans une ville qui est déjà très équipée en pistes cyclables, sur lequel enfin, les choix ont déjà été faits et vous réfléchissez à installer un système de location. Là, c'est peut-être pas pertinent de prendre en compte les pistes cyclables dans votre système. Deuxième cas, vous êtes dans une ville qui n'est pas du tout orientée vélo pour le moment, mais qui a une transition que vous souhaitez faire en tant que collectivité. Dans ce cas-là, vous allez rajouter les pistes cyclables dans l'étude de votre solution pour prendre en compte ce système de façon globale. Donc voilà, les 3 premières billes que j'avais envie de partager avec vous pour réfléchir à votre impact, c'est réfléchir à chaque fois multi-étapes, penser tout le cycle de vie de votre produit. Le deuxième, c'est multi-critères, donc voir les différents impacts écologiques, environnementaux qu'on peut avoir et essayer vraiment de ne pas juste se concentrer sur les plus évidents, mais vraiment penser les autres. Et enfin, avoir une approche systémique de sa problématique. Ok, bah merci Isabelle pour cette présentation très claire. Donc en fait, tout à l'heure on est parti du besoin. Donc ok, on valide que notre produit ou notre service est utile. Ensuite, on envisage, on étudie ces différents impacts avec les 3 approches que tu nous as citées, donc multi-étapes, multi-critères et systémique. Et du coup, bah, comment justement, est-ce que tu aurais des outils à nous partager un peu plus concrets pour savoir comment on analyse ces impacts? Alors, l'outil qui est un peu l'outil phare, qui est tellement utilisé qu'il y a des normes qui existent autour de ça, ça va être ce qu'on appelle un outil d'analyse de cycle de vie. Donc, c'est des méthodes qui sont mises en place depuis quelques dizaines d'années maintenant, qui ont encore du mal à percer dans, dans toutes les entreprises, mais bon, on va dire que quand même, c'est un processus qui est assez utilisé, où on a des personnes qui sont formées sur ces notions. Alors, si on veut faire une analyse de cycle de vie qui est vraiment complète, exhaustive, qu'on utilise le top de l'outil, vous avez des outils payants qui sont les 2 leaders du marché, on va dire, sont Gabi et Simapro, qui sont des outils professionnels. C'est-à-dire là, c'est vraiment des consultants en analyse de cycle de vie qui vont faire ça, ou alors un département d'une entreprise qui va travailler avec ce type d'outils. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire l'inventaire de tout ce qui se passe durant le cycle de vie. Donc, ça veut dire de toutes les matières utilisées, de toutes les étapes de fabrication, pour à chaque fois mesurer l'impact environnemental de toutes ces étapes et faire un bilan où vous avez en général dans les rapports, vous avez un score selon les différents enjeux environnementaux. Donc, vous allez avoir par exemple à quel point telle étape va avoir un jeu sur la pollution atmosphérique. Vous allez savoir dans le transport, par exemple, à quel point le transport peut affecter l'effet de serre. Donc voilà, c'est des choses assez précises, assez complètes. Quand on réfléchit outils d'analyse de cycle de vie, il y a aussi une version gratuite qui existe, qui est proposée par l'ADEME et qui s'appelle Bilan Produit. Donc là, c'est un outil gratuit, mais qui se base sur une base de données qui s'appelle EcoInvent, qui est quand même une base de référence dans le milieu. Et à partir de bilan produit, vous pouvez déjà commencer à rentrer des informations et avoir des résultats qui vont vous aider à faire des choix de conception. Donc en tout cas, l'analyse de cycle de vie, très intéressant. C'est un peu l'approche pour mesurer son impact que tout le monde utilise. Par contre, c'est chronophage, clairement. Ça prend du temps pour faire l'inventaire de toutes les étapes. C'est souvent des logiciels qui peuvent être payants. Par contre, on comprend précisément ce qui se passe, on comprend les impacts, les types d'impacts qu'on va avoir. Et si jamais vous êtes dans une entreprise qui cherche à obtenir une norme d'environnemental, vous allez certainement devoir passer par l'ACV. Après, il y a des solutions qui sont
simplifiées qui existent et qui permettent déjà d'aider les gens qui sont curieux, qui veulent changer, faire des choix stratégiques, penser leur conception autrement, et qui sont beaucoup plus simples à prendre en main, qui sont par exemple les solutions qu'on appelle en score unique, type la solution Ecolyseur, qui est distribuée par le pôle éco-conception de Saint-Étienne. Donc vous avez un Pantone un peu comme ce que vous avez pour choisir la peinture quand vous allez peindre chez vous. En fait, ils ont référencé pas mal de matériaux, pas mal de systèmes de transport, vraiment plein de choix stratégiques de conception. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de score unique? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir son rapport qui est divisé avec différents enjeux environnementaux, ils vont prendre la somme des enjeux environnementaux et ils vont mettre une pondération pour avoir un score unique, c'est-à-dire vraiment une note par rapport à ça. Donc le mix, c'est 40% les dommages à la santé humaine, 40% les dommages à l'écosystème et 20% l'épuisement des matières premières. Et avec tout ça, on obtient une note qui nous permet malgré tout de comparer différentes solutions. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple le transport entre le train et l'avion, avec un écolyseur, vous pouvez déjà vous rendre compte qu'il y a quand même une différence d'un facteur quasiment 50 entre les deux d'un point de vue impact environnemental. Par contre, comme vous vous en doutez, vous n'avez pas le détail de quel type d'impact environnementaux vous avez. Et on va dire c'est un peu opaque. Ça vous empêche de vraiment comprendre exactement ce qu'il en est. Pour autant, c'est très pratique pour avoir des ordres de grandeur, qui est souvent quelque chose qui manque quand on réfléchit à impact environnemental. C'est-à-dire, on va comprendre qu'est-ce qui va avoir un impact environnemental. Par contre, on va vraiment avoir du mal à avoir un ordre de grandeur entre différentes solutions. Et il existe, si vous êtes curieux, une version gratuite sur Internet. Si vous voulez commencer à regarder à quoi ressemble Ecolyseur, ils ont mis tout ça gratuit. Et même le petit livret coûte une trentaine d'euros sur le site du pôle éco-conception. Et enfin, un dernier outil qui peut vous être pratique, c'est l'outil qui s'appelle la route brisée. La route brisée, on est plus sur un format un peu de checklist, si on veut. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire des analyses d'impact, on va quand même retomber souvent sur les mêmes items, sur les mêmes choses. On sait que le transport, ça a un impact. On sait qu'utiliser beaucoup de matière, ça a un impact. Donc finalement, là, avec une route brisée, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire, on va se dire, on n'a pas besoin de savoir où est-ce qu'on est mauvais pour savoir où est-ce qu'on pourrait s'améliorer, si vous me comprenez. Et donc, par exemple, on va passer les 8 grandes catégories pour voir où est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration. Et même si on n'a pas besoin de quantifier notre situation initiale pour savoir qu'on peut quand même améliorer la situation. Donc, les 8 items, je vous les passe rapidement. Ça va être est-ce qu'il y a un nouveau concept à penser autour de sa solution? Est-ce qu'on peut utiliser des matériaux qui ont un moindre impact? Est-ce qu'on peut réduire l'utilisation des matériaux? Est-ce qu'on peut optimiser les techniques de production, optimiser la logistique, donc beaucoup le transport, réduire l'impact en phase d'utilisation, optimiser la durée de vie et enfin optimiser la fin de vie. Donc c'est quelque chose qui est assez opérationnel. C'est-à-dire au lieu de perdre du temps à faire l'analyse, vous rentrez directement dans la réflexion stratégique. Donc voici 3 premiers outils, il y en a d'autres bien sûr qui existent. Qui sont payants, qui sont gratuits et qui donnent un panel différent selon ce dont vous avez besoin. L'important, c'est quoi qui est important, qui est nécessaire de comprendre en fait avec les outils, c'est déjà que ces outils ne sont que des outils d'une certaine façon. C'est-à-dire que les outils vont vous permettre d'analyser, mais ne vont pas impliquer un changement stratégique. Derrière, une fois que vous avez pu voir où sont vos impacts environnementaux les plus importants, rien n'indique qu'est-ce que vous avez à faire derrière. C'est à vous, avec vos équipes, avec des prestataires derrière, de réfléchir justement à comment est-ce que vous, à partir de cette analyse, quelles sont les conclusions que vous allez en faire. Un deuxième regard critique qu'on peut avoir sur l'analyse de cycle de vie sur ces outils, c'est que c'est des outils qui vont analyser surtout les impacts environnementaux. Enfin, ça veut dire que je ne dirais pas surtout que les impacts environnementaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout prendre en compte les impacts sociaux. Si on parle par exemple utilisation de ressources de métaux rares, c'est surtout vu d'un point de vue, on utilise les ressources planétaires,
Mais par exemple, on ne va pas du tout parler du fait qu'utiliser des métaux rares, c'est faire travailler la plupart du temps des enfants dans des mines ou des personnes avec quasiment de l'esclavagisme, hein, pour être honnête. Donc ça, on ne le voit pas forcément avec des outils type analyse de cycle de vie. Un troisième point critique qu'on peut faire aussi sur ces méthodes, c'est que c'est des méthodes très rationnelles, dans le sens où quand vous utilisez ces méthodes, vous rentrez dans des règles, vous suivez un processus qui est normé, donc on est au summum du rationnel du normé. Par contre, il faut comprendre que c'est très subjectif. Ça veut dire que c'est quand on va faire par exemple l'étude de la phase d'utilisation, on va faire beaucoup d'hypothèses. On va faire l'hypothèse, par exemple, que combien de temps est-ce que les personnes laissent leur appareil allumé. On va faire l'hypothèse, si vous faites par exemple l'étude des sacs plastiques quand vous faites vos courses, vous allez devoir mettre une hypothèse sur combien de fois est-ce que ces sacs plastiques vont être réutilisés pour avoir un résultat d'étude. Et en fait, toutes ces hypothèses que vous faites le long de votre étude vont forcément changer les résultats que vous aurez à la fin. Et c'est normal, enfin, c'est OK, ça veut dire qu'il n'y a pas un bon résultat d'ACV, il y a des résultats multiples d'ACV qui conduisent derrière à des stratégies. Mais si vous prenez deux personnes qui font l'ACV du même produit, du même système, avec le même cadre, vous aurez très certainement des résultats qui vont être très, très, très différents. Donc voilà, mais ce qui n'est pas gênant, puisque encore une fois, cet outil, l'objectif n'est pas d'avoir l'analyse la plus précise, mais c'est d'avoir l'analyse qui permette de faire des changements stratégiques derrière. Puisqu'en fait, finalement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que savoir qu'on fait quelque chose de mal, mais sans changer derrière, ben, ça ne sert pas à grand-chose. L'important, c'est toujours qu'est-ce que ça va permettre de faire derrière comme changement. Ok, donc merci Isabelle. Donc, tu as présenté donc voilà trois outils très intéressants, donc l'analyse de cycle de vie, l'Equalizer. Donc j'ai vu que Bisounours avait partagé un lien, et puis la roue de Brézé avec les points de vigilance que tu as indiqués à la fin. Et du coup, pour embrayer, justement, une fois que tu as quantifié ces impacts avec ces différents outils, quels sont enfin, en tout cas, comment on peut les réduire? Enfin, quelle méthodologie adopter justement pour réduire ces impacts? Alors, ce qui est intéressant de voir un peu quand on pense finalement aux solutions pour réduire ces impacts, c'est on les range souvent sous différents niveaux de rupture, c'est-à-dire à quel point est-ce que vraiment ça va changer un produit ou un service. Donc en général, on parle de 4 niveaux d'éco-conception. Vous avez le premier niveau, niveau 1, c'est ce qu'on appelle l'amélioration incrémentale. Ça veut dire que vous allez changer en général quelques composants de votre produit pour les rendre plus responsables. Ça va être par exemple réduire la quantité de matériaux nécessaires, faire des pièces plus petites, plus évasées, qui utilisent moins de matière, prendre des matériaux mieux sourcés, qui sont peut-être recyclés, qui sont recyclables. Donc voilà, on est sur des réflexions un petit peu de comment améliorer ces composants. Le niveau 2, donc là, on va penser un peu plus comment est-ce qu'on repense l'architecture de son produit, de son service, toujours sans modifier non plus trop la fonction d'usage. Et là, ça va par exemple être avoir des produits où on peut mettre des batteries qui sont remplaçables. Donc que ce soit du téléphone ou de différents électroménagers. On se dit, voilà, plutôt que d'avoir une batterie qui est encapsulée, on essaye d'avoir une batterie remplaçable. Ça va être dans la façon dont on réfléchit ces produits, d'avoir par exemple des pièces qui peuvent servir pour différentes espèces de son produit. Un exemple bête, c'est par exemple Dacia avait fait des rétroviseurs qui étaient symétriques entre le rétroviseur gauche et le rétroviseur droit, ce qui permettait d'avoir moins de références et moins de pièces produites dans les stocks. Donc voilà, c'est des façons de repenser son produit, de repenser l'architecture de son produit pour réduire leurs impacts. Après, on commence à rentrer dans le niveau 3, où là, on est un peu plus ambitieux et on se dit, est-ce qu'on ne peut pas proposer un nouveau concept de produit? Et j'ai vu d'ailleurs un produit que j'ai trouvé assez sympa dans cette réflexion. C'est la problématique du lave-vitre, si on veut. Donc, vous voyez les bidons de lave-vitre qui sont utilisés pour les voitures. Normalement, le format classique que vous avez, c'est un bidon de 5 litres qui existe.
Et en fait, il y a une entreprise qui propose tout simplement des pastilles qui ressemblent un peu à des pastilles de lave-vaisselle, si on veut. Et en fait, dans une pastille, vous avez l'équivalent de produits que vous avez dans votre bidon de 5 litres. Sauf que ce qui vous demande, c'est juste de prendre un bidon, de mettre la pastille et de rajouter 5 litres d'eau. Mais pour eux, cette entreprise, du coup, a un impact environnemental qui est bien plus faible sur son transport, qui est bien plus faible sur tout le packaging qui a pu exister et qui tout simplement a réduit de façon très maligne son impact environnemental. Donc voilà, là, c'est vraiment, on change le concept de son produit avec d'une façon des fois pas si compliquée et on réduit énormément son impact. Et enfin, on peut atteindre aussi le 4e niveau où là, on change vraiment de concept de façon plus globale. Et ça va être, par exemple, on va faire de l'économie de la fonctionnalité. Donc l'économie de la fonctionnalité, on en a parlé un tout petit peu quand on parlait du V-Love tout à l'heure, enfin qui est un exemple d'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre du produit, de vendre des vélos, eh ben, on va plutôt faire de la vente de services, donc de la location de vélos. Donc ça, c'est un exemple d'économie de la fonctionnalité. Il y a un exemple qui est très connu d'économie de la fonctionnalité en éco-conception qui a été bien pensé, c'est l'exemple de Michelin. C'est-à-dire que Michelin, donc forcément, qui fait des pneus avec Bibendum que vous connaissez, l'impact écologique, c'est tout simplement la consommation de pneus, c'est-à-dire la fabrication des pneus, l'usure des pneus qui produit quand même pas mal de déchets sur les routes. Et le fait tout simplement qu'on doive renouveler des pneus, c'est ça le plus gros de l'impact écologique. Et du coup, les chercheurs en R&D de Michelin ont travaillé sur comment faire un pneu qui pouvait durer le plus longtemps possible dans le temps. Et ils ont réussi à faire un super pneu qui durait vraiment des kilomètres et des kilomètres, bien plus qu'un pneu classique, qui coûtait quand même plus cher à la fabrication qu'un pneu classique, mais vraiment qui durait longtemps dans le temps. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème, c'est que malgré tout, le business model de Michelin est de vendre du pneu. Donc, comment faire une fois qu'on a conçu un pneu qui pouvait durer des années et des années dans le temps, comment faire pour le vendre sans faire faillite d'une certaine façon? Et ils ont pensé du coup à faire un abonnement au kilomètre. Ça veut dire ce qu'ils proposent, c'est par exemple pour un transporteur, de faire un contrat avec ce transporteur pour dire tous vos 100 000 km vous coûtent tant d'euros. Et par contre, si jamais il y a un problème avec votre pneu, on vous remplace le pneu de suite et il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est un peu une solution qui est gagnant-gagnant, puisque à la fois Michelin a très peu de changements de remplacement de pneus à faire, donc ça leur permet d'avoir quand même une rentrée d'argent constante, mais avec peu de matière de rechange à ramener. Et de l'autre côté, pour un transporteur, le ratio entre le coût que lui coûte de faire 100 000 km, par exemple, prenons cette unité, faire 100 000 km en payant son abonnement auprès de Michelin ou faire 100 000 km avec, par exemple, 10 pneus de rechange à chaque fois qui aurait été nécessaire, ça aurait été plus cher pour lui de à chaque fois changer les pneus, surtout que c'est quand même assez compliqué de changer un pneu sur un camion de plusieurs tonnes. Donc, du coup, ils ont réussi à trouver ce concept qui permettait d'être gagnant-gagnant. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, l'éco-conception, on a tendance à s'arrêter un peu au niveau 1, au niveau 2, et à pas se dire qu'il est possible d'aller plus loin sur du niveau 3 ou du niveau 4. Et c'est en fait, c'est vraiment ces niveau 3, niveau 4 qui vont permettre aussi de faire changer la donne, de réinventer une industrie qui est plus vertueuse, d'amener avec soi tout un secteur. C'est par exemple ce que va faire des marques comme Fairphone sur les téléphones, qui vont vraiment essayer à niveau 3 à 4 d'amener tout un secteur, donc la téléphonie, vers quelque chose de plus responsable. Et en fait, c'est toujours bien d'avoir ces 4 niveaux en tête pour se dire est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc, c'est quand vous réfléchissez vos leviers d'action, il faut toujours réfléchir le levier d'action qui est le plus pertinent pour votre entreprise. Hein. Si vous êtes dans votre entreprise, vous n'allez pas arriver demain en disant bon, bah, bonjour, on change tout le business model. Mais malgré tout, c'est intéressant de se dire jusqu'à quel niveau on peut aller et essayons de rêver assez en fait pour aller plus loin qu'un niveau simple de on va utiliser du plastique recyclable. Quoi. Voilà un peu les éléments que je donnerai sur des leviers d'action techniques, si on veut. Ok, merci.
Donc maintenant qu'on a étudié un petit peu d'un point de vue technique toutes les actions qu'on pouvait mener pour réduire l'impact de certains produits ou services, parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal de produits, mais en fait toute cette démarche-là peut aussi être mise en application pour des services. Eh bien la dernière étape, en tout cas la dernière phase de notre présentation, ça va être de réfléchir ensemble à comment on peut justement mener le changement dans une structure, donc auprès aussi des personnes qui travaillent sur ces produits, services et dans des structures. Donc là, pour cette dernière partie, je vais laisser la parole à Martin. Merci. Alors effectivement, on entre dans la dimension la plus à la fois simple quand elle se déroule en toute tranquillité et la plus complexe quand on rencontre des freins et des blocages, c'est celle de la transformation des organisations humaines. Alors je prétends pas du tout avoir une connaissance exhaustive des processus humains par lesquels on peut passer, ni d'avoir des expériences sur tous les terrains. Et ce que je vais dire doit être approprié par chacun d'entre vous sur vos terrains, puisque vous avez vu, même ne serait-ce que dans nos choix d'exemple entre Isa, Clem et moi, des rattachements forts à des endroits dans lesquels on a pu agir ou être amené à proposer du changement. Et chacun des lieux dans lesquels on peut être amené à proposer du changement, des entreprises, des institutions publiques, des associations où on a des transformations à opérer, appel à des pratiques qui sont potentiellement différentes, appel à des techniques, à des processus qui sont potentiellement différents. Et au-delà des lieux dans lesquels on va être amené à agir, les personnalités qui tentent de mettre en transformation les organisations, de mettre en évolution les organisations, auront aussi leur propre méthode. C'est-à-dire que Isa ou moi ou Clem ou d'autres, on n'aura pas les mêmes habitudes, les mêmes pratiques, le même charisme, les mêmes manières d'appréhender le monde et les autres qui nous amèneront à pas mobiliser une méthode stricte, comme s'il suffisait de suivre un plan en 3 étapes et qu'on arriverait au bout. Dans tous les cas, on a une rationalité qui, quand il s'agit des êtres humains, est significativement biaisée et significativement limitée par nos représentations humaines, nos cultures, nos interactions. Si vous avez envie, moi, de m'amener à changer, plus probablement et des organisations qui rassemblent des personnes qui me ressemblent, plus probablement que ce seront des représentations du monde qu'il faudra toucher. Si vous êtes dans une entreprise ou dans une institution qui est essentiellement dirigée par des ingénieurs, le degré de rationalité des approches sera significativement supérieur parce que c'est ce qui leur parlera. Donc pour vous dire, avant de se plonger dans mener le changement dans une structure, cette première prévention qui est de bien se souvenir de la diversité absolue des structures et des personnes dans lesquelles on pense amener ce changement pour que leurs activités deviennent les plus écologiques possibles. Donc ce qu'on va voir ensemble, ça va être des grands sujets, des grandes typologies qui nous permettront d'essayer de penser notre capacité à amener du changement dans une organisation, et on basculera très peu dans des approches très pratico-pratiques parce que là en fait il faudrait échanger sur votre situation dans votre structure pour réellement pouvoir comprendre et diagnostiquer les points sur lesquels vous pourrez en pratique agir. On va le voir avec 4 petits points. Le premier qui est sur les actions les plus fertiles, comment on détermine la fertilité d'une action. Le deuxième qui sont les leviers sur lesquels on peut agir. Le troisième qui sont les freins auxquels on va être confronté et qu'il faut prendre en compte. Et enfin, le quatrième point, ce sera sur les différentes stratégies de changement qu'on peut avoir, des plus sobres aux plus radicales, et essayer de comprendre ce qu'elles peuvent signifier très brièvement puisqu'on est sur un temps court. Et enfin, on terminera par une petite conclusion sur les personnes dans tout ça, puisqu'on va commencer sur les organisations, mais en se disant les personnes dans tout ça, comment elles, on peut les amener à bouger, puisque en fait, une organisation, pour qu'elle bouge, il faut que les personnes qui la composent bougent. Concrètement, une organisation ne bougera pas de manière automatique ou rationnelle, elle bougera parce que des personnes dedans bougent et amènent à ce qu'elle se transforme petit à petit, sans pour autant, bien sûr, négliger les contraintes pratiques qui peuvent exister. Mais une organisation humaine n'est jamais qu'un ensemble de personnes. Donc, premier point, une analyse de fertilité d'une action. Qu'est-ce que ça veut dire, une analyse d'une fertilité d'une action? C'est que quand vous allez vous dire, après votre diagnostic, votre analyse de cycle de vie, vos différents outils que vous aurez mobilisés suite à un temps avec Isa, vous avez commencé à avoir quelques armes, vous vous mettez dedans, vous arrivez à un état des lieux, vous dites, il y a 5 points là où ça va être très important d'agir. Comment vous allez déterminer par où commencer,
comment vous allez déterminer la stratégie dans laquelle vous lancez avec des étapes. Ça passe par 4 points à analyser, simplement 4. Le premier, c'est la simplicité pratique d'action. Est-ce que cette action que je prévois est simple ou est-ce qu'elle va entraîner une complexité considérable qui va nécessiter une énergie, un effort pratique très important. Le deuxième point très important aussi, c'est la désirabilité sociale de cette action. Est-ce que cette action, il y aura une énergie humaine qui va se déployer si on essaie de la mettre en place? C'est important d'avoir les deux en tête, elles se répondent. Une action très simple, mais qui en fait ne représente aucun désir pour vous et pour votre organisation, donc qui en fait ne produit pas de désirabilité, va peut-être être bien plus pénible à mettre en œuvre qu'une action plus complexe, mais qui en fait a une très très forte désirabilité. Je vous prends un exemple très simple que chacun peut s'approprier puisque c'est un exemple du quotidien de nos vies. Le zéro déchet, c'est plutôt complexe, c'est même extrêmement complexe quand on va loin, mais c'est devenu très désirable. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont envie de se lancer dedans, qui trouvent ça très intéressant, pour eux ça provoque de la curiosité et ils vont se mettre à fabriquer des efforts pour. C'est pareil pour une organisation, c'est pareil pour toutes les formes d'action qu'on peut avoir en institution, en association, en entreprise. S'il y a une forte désirabilité sociale, donc des dirigeants jusqu'aux salariés de base, les plus sur le terrain, eh bien l'action, alors, même si elle est plus complexe, elle verra une énergie se déployer plus simplement qu'une action très simple pour laquelle il n'y a aucune désirabilité. Donc ça, c'est les deux premiers points à avoir en tête. Et les deux autres points à avoir en tête, c'est les impacts. Premier, c'est d'abord les impacts directs. Est-ce que cette action va avoir un impact très fort sur la transition écologique et solidaire, ou est-ce que ce sera un impact très faible, voire marginal. Le deuxième point, qui est de voir ce qu'on va appeler les impacts à effet de levier. Est-ce que cet impact que je vais avoir, il n'a peut-être pas un impact considérable, mais ça sera une première victoire que tout le monde trouvera très chouette, qui motivera tout le monde et qui augmentera en fait la désirabilité sociale globale pour d'autres actions. Par exemple, si je distribue des stop pubs à mes voisins, et ils vont me dire « Ah, c'est génial cette action, je distribue des stop pubs à mes collègues, ah, c'est génial, je veux des stop pubs, c'est très chouette. » En soi, c'est une action dont l'impact direct est globalement très limité, par contre très simple et très désiré. Si vous avez des stop pubs sur vous et que vous avez des collègues autour de vous, vous devenez la rockstar pendant un petit temps parce que c'est un truc qui tout le monde a envie d'en avoir, quoi. Par contre, en fait, c'est ce qui va peut-être vous permettre d'impulser un changement plus global puisque si vous êtes à l'échelle d'une organisation comme d'un immeuble, par exemple, vous allez pouvoir commencer à parler du tri, vous allez pouvoir commencer à parler du zéro déchet, vous allez pouvoir commencer à parler de la surconsommation induite par la publicité. Donc, en fait, cette action-là va avoir ce qu'on appelle un effet de levier qui va vous permettre de ramifier plein d'autres actions qui vont découler naturellement alors qu'elles auraient été vues comme une contrainte si elles avaient été amenées sans cette première action. Donc, ça veut dire que quand vous allez penser votre plan d'action, dans l'organisation, il va falloir penser à ces différentes dimensions, simplicité d'action versus complexité d'action, désirabilité sociale versus, je ne l'ai pas précisé, mais le contraire de la désirabilité sociale, donc une indésirabilité sociale, impact direct et impact à effet de levier. Ce qui vous amène autant pour les impacts que vous pouvez avoir dans votre quotidien que pour les impacts d'une organisation, en fait à discerner pour éviter de faire un truc qui est assez absurde mais qui arrive de temps en temps, choisir l'impact direct le plus faible et le truc le plus indésirable parce que plus vous souffrez, plus c'est que c'est utile. Donc vous vous retrouvez à ne plus prendre de bain et prendre des douches froides pour avoir le moins d'impact possible, mais par contre vous continuez à manger de la viande parce que vous pouvez vous en passer et qu'en fait finalement vous n'avez même pas à vous dire bah oui la viande pourquoi pas, mais parce que vous avez été matraqué sur le bain et les douches, vous vous forcez à faire un truc qui vous fatigue énormément, alors qu'en fait vous auriez des trucs que vous pourriez enlever qui vous fatigueraient pas du tout. C'est pareil pour une organisation, à la différence que une personne, c'est pour ça que je prends des exemples personnels, la synthèse elle se fait dans notre cerveau, c'est très simple. Pour une organisation, c'est la rencontre et le dialogue entre toutes les personnes avec des niveaux de décision plus ou moins différents. Deuxième point clé à avoir en tête, c'est d'identifier les leviers. Et sur les leviers, il y a 4 clés pour la mise en action. Ces 4 clés, ce sont les personnes, les espaces, je redirai après, les personnes, les espaces, les moments et les mots. Je vais vous décrire un peu ce que ça veut dire. Dans une organisation, vous êtes dans votre entreprise, dans votre institution publique, dans votre association, et vous vous dites il faut que je fasse bouger les choses. Les personnes, c'est identifier d'abord les premiers alliés, ceux qui seront à vos côtés.
ils vont croire dans le truc, ils vont dire ah, mais c'est génial. Donc si vous êtes dans une entreprise, c'est peut-être les personnes à la RSE, c'est peut-être celui qui a parlé d'écologie à table, c'est peut-être le patron qui a ouvert une perspective à un moment donné en disant ah moi ça m'intéresse et qui finalement dit bah écoute moi je suis pour mais tu vois les autres sont pas forcément d'accord. C'est ces gens-là que vous allez identifier comme des alliés à qui vous avez créé une relation personnelle qui va vous amener à pouvoir faire bouger l'organisation. Vous avez un deuxième type de personnes, c'est les personnes qu'on va appeler à bascule. C'est elles, si elles changent de côté, elles font basculer l'organisation parce qu'elles vont entraîner avec elles un certain nombre de personnes. Je vous donne un exemple de personne bascule dans notre société française, c'est Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, qui est un écolo quand même plutôt depuis longtemps, mais qui est quand même plutôt considéré comme un écolo qui pouvait travailler avec TF1, L'Oréal, etc. Donc plutôt un écolo compatible avec ce qu'on appelle traditionnellement le capitalisme vert, qui démissionne en 2018 en disant les petits pas c'est plus possible, on n'y arrivera pas, on a besoin d'aller plus loin, d'être plus radicaux, avec les larmes aux yeux sur France Inter, et vous avez un effet de bascule parce que lui, si lui bouge, il entraîne tous les constructifs, tous ceux qui se disaient pourquoi pas avec le président de la République et ce qu'il avait promis, se disent ah bah c'est pas possible, il faut qu'on se mette à bouger, il faut qu'on soit plus radicaux, il faut qu'on aille plus loin. Donc ces personnes-là, elles vont être clés dans une organisation parce que c'est elles qui vont entraîner la décision et qui vont entraîner le basculement. Puis il y a les personnes à éviter, celles qui vont vous saborder si vous allez les voir trop tôt, parce que c'est les personnes qui sont contre, qui vont ce qu'on appelle troller dans le langage du numérique, c'est-à-dire qu'ils vont vous pourrir votre processus si vous les impliquez ou si vous confrontez à elles, vont vous épuiser parce qu'elles vont passer leur temps à vous empêcher d'avancer. Bien sûr, il y en a qu'on peut pas éviter, mais c'est une stratégie en fait qu'on appelle en coquille d'escargot. Donc vous allez aller des alliés à une massification des personnes qui vont s'accorder avec vous, et ce dans une perspective de changement individuel, mais aussi de transformation d'une organisation, puisque en fait le patron, même s'il décide de changer le système, il peut pas forcément tout changer puisqu'il va être face à des effets considérables de résistance des personnes. Les espaces, qu'est-ce que c'est? C'est les lieux symboliques que partage une entreprise. C'est là où toutes les personnes se retrouvent et où il peut se passer des choses qui amènent du changement. La cantine étant un de ces lieux symboliques les plus fondamentaux, toutes les organisations pratiquement ont des cantines, dès lors qu'elles atteignent une certaine taille. Mais en fait, agir sur la cantine, c'est provoquer un changement qui aura des conséquences bien plus importantes ailleurs, parce que c'est des endroits à très fort effet de levier. Ensuite, vous avez les espaces de pouvoir qui sont à identifier, c'est qui prend la décision. Et dans une organisation, est-ce que c'est le service marketing? Est-ce que c'est le service conception? Est-ce que c'est le service des achats? Où se situent les endroits dont la décision en fait est décisive dans l'évolution de l'organisation fondamentalement pour en fait aller conquérir ces citadelles de pouvoir progressivement. Ensuite, il y a les moments, les temps forts. C'est les grands moments où vous pouvez faire des moments de bascule en fait, hein, où une organisation change de culture. Et puis il y a les moments du quotidien, ceux où vous allez petit à petit faire bouger des choses qui vont infuser à des endroits très différents. Encore une fois, dans les moments du quotidien, plutôt sur les petites actions à fort effet de levier. Et enfin, la dernière notion, c'est les mots. Et les mots, c'est les mots magiques. Donc ce qu'on appelle les mots magiques, c'est des formules qui en fait, à un moment donné, alors que c'était un truc qui donnait pas envie, qui avançait pas, font que les personnes se disent mais c'est génial, on y va. Pour les pratiques agricoles, c'est la permaculture. Pour les pratiques autour des déchets, c'est le moment où on a parlé des zéro déchets. Et plein de personnes se sont mis à se lancer dedans parce que le mot magique a attiré du monde. Et l'économie de la fonctionnalité, l'économie symbiotique, l'urbanisme circulaire, tous ces termes-là, c'est des mots magiques. Quand vous les trouvez, les gens se disent ah mais oui carrément. C'est pas un truc réac en fait votre histoire d'écologie. C'est pas un truc d'amiche, c'est pas un truc de bobos qui sont loin des réalités. Là vous avez trouvé la formule qui m'a convaincu, on y va quoi. Et ça en fait c'est un vrai travail de comprendre la culture d'une organisation pour comprendre les mots magiques qui vont faire que les gens vont vous comprendre et se dire ce que vous me proposez c'est positif, c'est du progrès, c'est du bien commun, c'est du bien pour notre entreprise ou notre organisation et c'est du bien pour la société. Donc allons-y, basculons. Vous m'avez convaincu et ça c'est des trucs. En fait, ça demande pas mal d'expérience et c'est des formules magiques. Hein, c'est vraiment cette notion-là qui amène les structures à bouger. Et donc, il faut les identifier et une fois que vous les avez identifiés, par contre, je vous assure que vous aurez pas de difficulté à vous en servir infiniment parce que c'est très plaisant de voir qu'elles marchent. Mais par contre, après, vous vous retrouvez dans un autre contexte à vous en servir et vous apercevez que ça n'a aucun effet parce que les mots magiques, évidemment, ne marchent pas partout et tout le temps. Ils dépendent de la culture des personnes. Et pas du tout et des organisations et pas du tout d'une espèce de magie humaine absolue, intemporelle et universelle. Troisième enjeu clé, c'est identifier les freins. Alors les freins, ils sont de plusieurs ordres, je vous en cite 4. Les représentations sociales des parties qui sont engagées dans le processus, c'est-à-dire comment en fait quand vous proposez du changement, les dirigeants, les salariés, les clients,
les partenaires envisagent ce changement parce qu'ils ont des représentations, par exemple de la liberté, par exemple du droit, par exemple de ce qui est raisonnable. Vous pouvez avoir des discussions, mais d'une violence incroyable sur le voyage en avion, parce que pour des personnes, ça signifie une ouverture au monde. Et si vous attaquez le voyage en avion, vous attaquez cette ouverture au monde et vous entrez dans ce qu'il y a de plus détestable pour eux, c'est-à-dire la xénophobie, la fermeture aux autres. Et en fait, il faut comprendre ces représentations-là, parce que si vous les affrontez de front, vous allez droit au casse-pipe et ça bougera pas. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des éléments d'exemples, d'illustrations comme Michelin, comme Xerox. Il me semble que c'est Xerox qui avait évolué, pour des économies des processus d'économie de la fonctionnalité, pour en fait parler un langage qui va amener les personnes à changer leur représentation sociale. 3 autres types de blocages, c'est les blocages stratégiques, c'est-à-dire là où on va être bloqué par des enjeux de gamme, de marché dans lesquels on est coincé, et où si on change, on change de marché, on change d'image, et donc stratégiquement, on ne sait pas très bien comment s'amener à changer. C'est pareil quand vous êtes une institution publique, si vous enlevez la viande à la cantine, blocage stratégique, vous allez avoir potentiellement une variété d'acteurs qui vont être en opposition avec vous et qui vont amener à ce que vous perdiez des parts de marché, par exemple les enfants qui vont plus à la cantine mais qui vont aller manger à la maison parce que vous avez par exemple enlevé des produits carnés. Blocage opérationnel, deuxième type de blocage, organisationnel, pardon. C'est les habitudes, c'est les normes, c'est le fait que l'organisation s'adapte pas très bien parce que, par exemple, dans votre cantine que vous avez décidé de changer, vos cuisiniers, ils savent pas faire la cuisine végétale, quoi. Donc, vous leur dites passer en cuisine végétale, c'est pas bon parce qu'ils ont pas les habitudes, ils ont pas la culture, ou inversement, il y a des problématiques de normes qu'il faut changer parce que c'est des normes qui ont été posées face à un type de situation et auquel votre proposition se confronte, mais alors qu'elle ne devrait pas s'y confronter. Simplement, la norme est là, elle gêne, quoi. Alors qu'elle n'est pas nécessaire. Il y a des normes évidemment nécessaires. Et enfin, les blocages techniques. Donc ça, c'est ce que Isabelle dirait bien mieux que moi. C'est tout ce qui va être lié en fait à l'objet lui-même ou au service lui-même qui, en fait, peut pas bouger comme ça. C'est pas parce que vous décidez de faire des voitures qui polluent pas que vous les aurez. Matériellement, il y a des trucs qui font que ça marche pas, quoi. Donc tout ça fait des freins qu'il faut bien identifier pour savoir si vous pouvez réellement agir dessus ou si en fait vous allez être bloqué, et si vous êtes bloqué, comment vous allez pouvoir les lever progressivement. Dernier point que je souhaitais vous évoquer, c'est la possibilité d'avoir des logiques de changement avec plusieurs stratégies différentes. Il y a 4 stratégies que je vais vous évoquer qui rappellent un peu ce que Isa évoquait précédemment quand on préparait notre formation ensemble. On se disait on parle de la même chose, et en fait après on s'est aperçu qu'il y avait des petites différences. Donc c'est quand vous êtes face à une organisation, vous êtes dans une organisation, vous dites je veux que ça change, et il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez une logique qui est la stratégie qu'on va appeler de verdissement, c'est que vous partez d'un produit ou d'un service, d'une activité, et que vous allez progressivement amener à ce qu'elle évolue et qu'elle soit de plus en plus écologique. Ça, c'est quelque chose qui marche quand il ne s'agit pas de remettre en cause votre activité. Par exemple, vous êtes un club de foot, vous n'allez pas remettre en cause votre activité de foot, quoi. Là, ça deviendra impossible pour vous. Par contre, vous allez vous interroger sur comment votre activité de foot a des conséquences écologiques, et vous allez petit à petit amener des changements sur les ballons, sur les équipements, sur le terrain, sur les douches, sur plein de choses qui vont vous amener, sur la manière que vous éduquez les gamins, pour que ce soit ça tende à la pratique la plus écologique possible. Ça va être une stratégie qui est assez habituelle, mais qui du coup ne règle pas le cœur de notre problématique, qui est le changement de système. Dans le changement de système, on a 3 possibilités. Première possibilité, c'est d'avoir ce qu'on appelle un produit éclaireur. C'est vous êtes une entreprise ou une institution qui a un service habituel, genre la cantine traditionnelle ou la machine à café traditionnelle, le truc. Et vous vous dites là, celles-là, elles sont plus écologiques, mais si on le change, on perd en fait nos clients. Donc on va créer un produit à part, on va faire une grosse communication dessus, on va dire on lance un produit atypique pour ceux que ça intéresse, et en fait on va capitaliser sur ce produit pour progressivement basculer de ce produit qui va bien marcher parce que ça va répondre à un besoin du marché, et supprimer progressivement les autres produits qu'on a en faisant un système de bascule très progressif à partir d'un produit éclaireur qui nous permet de montrer que ça marche en fait, sans prendre trop de risques puisque on garde nos produits traditionnels ou nos services traditionnels. Vous avez la même stratégie mais avec des logiques de gamme, donc plusieurs produits, qui peuvent d'ailleurs se suivre dans le temps. Vous commencez par un produit, puis après une gamme, mais qui a l'avantage de garder vos autres gammes d'activités ou de services toujours aussi peu écolo, mais qui vont petit à petit disparaître, absorbés par la gamme qui, elle,
et écolo puisque vous supposez que la société change. Puis enfin, la dernière stratégie qui peut avoir lieu soit après, soit indépendamment, qui est la stratégie de bascule, qui est de on change tout. Et on en fait une stratégie de communication. Ce qu'a fait Apple, dans une certaine mesure, alors pas du tout sur des enjeux écologiques, mais sur des enjeux de marketing, où vous dites on bascule radicalement dans notre mode de construction et de structuration. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile si vous êtes une organisation qui est très dimensionnée. Et essayer de vivre ça dans une institution comme la Métropole de Lyon ou chez Seb, c'est un exercice qui est, vous vous retrouvez confronté à un nombre de résistances incalculable. C'est bien sûr bien plus simple d'avoir des effets de bascule dans des petites organisations très humaines où vous dites, ok, bon, on va plutôt que d'essayer de changer au détail, de verdir, en fait, on change tout et on en fait un axe de communication très fort. On appelle les consommateurs à nous rejoindre et on a un effet de transformation très très forte avec un grand chantier pendant un an, mais où on fait appel à toutes nos communautés pour y arriver. Et ça peut être un truc qui peut marcher dans un certain nombre de cas, même si c'est pas le cas le plus évident pour la plupart des organisations. Ce qu'on va être amené souvent à conseiller quand on échange avec des personnes, c'est plutôt qui sont dans des institutions publiques, des grandes associations ou des entreprises, puisqu'en fait elles sont toutes concernées autant quand vous êtes au Resto du Cœur ou au Petit Frère des Pauvres ou dans des grandes associations du social qui ont des CHRS, etc., des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Vous avez les mêmes problématiques en fait un service qui est donné, des consommateurs qui le demandent, et si vous le changez, ça gueule, ça s'énerve. Vos administrateurs disent ouais, les gens sont pas contents parce que du coup on fait n'importe quoi avec les écolos qui nous ont demandé de mettre des produits bio, mais en fait les gens comprennent pas pourquoi il y a plus de viande. Et donc en fait vous avez le même bordel qui est créé. Là vous pouvez dire en fait on propose un produit à part si les gens en le veulent, et puis plus les gens vont prendre ce produit, plus en fait on va avoir un switch. Si on parlait par exemple de bars comme le Ninkasi ou des grands qui ont vraiment un grand volume, mais qui sont à des échelles quand même humaines. Un des premiers enjeux, c'est d'avoir un produit éclaireur type le produit végétarien, et puis en fait dans votre offre, petit à petit, le mettre de plus en plus en valeur pour que vos consommateurs aillent de plus en plus dessus, de telle manière que vous pourrez petit à petit basculer et avoir le moins d'impact écologique possible. Donc c'est un système qui peut être beaucoup plus agile, beaucoup plus pratique. Voilà un petit peu pour quand on essaie de faire bouger une organisation, quelques points qui pouvaient être intéressants de vous parler. Et puis alors, en quelques mots, parce que le temps m'est compté, de vous partager les personnes dans tout ça, enfin, les monsieur et madame tout le monde jusqu'au président, directeur général d'une entreprise. Comment est-ce qu'on les amène à bouger eux, puisqu'on se dit que c'est ça qu'il faut pour les amener pour amener de la transformation. Il faut que les consommateurs bougent, qu'ils envoient des signaux aux entreprises, que les décideurs des entreprises comprennent les nouveaux signaux, qu'ils aient envie de bouger, que ça les confronte pas trop, que tous les acteurs de l'entreprise, de l'institution publique ou de l'association aient envie de bouger, des salariés, aux bénévoles quand il y en a, aux élus, enfin tout ce qui fait que la structure dans sa gouvernance, aux actionnaires, c'est une entreprise, va se mettre à bouger. Et donc on va un peu s'interroger dans ce qui va faire bouger les gens. Avec un enjeu clé qui sont les représentations qu'ils ont pour leur donner envie d'agir. Donc je vous enverrai, je vous encouragerai à aller voir dès qu'on le mettra en ligne pour ceux qui l'ont pas vu le webinaire sur donner envie d'agir avec Fanny Viry qui est la coordinatrice de la pépinière Anciela et Nicolas Fiolaine qui est le psychologue social, un psychologue social spécialisé dans le changement et Julie Pouliquin, cofondatrice de l'Accordé, qui chacune ont partagé leur avis sur comment on fait bouger les gens. Pour aller plus loin, mais quelques éléments clés avec un petit message, un petit truc humoristique que j'aime bien souvent dire. Si vous voulez que les gens arrêtent de fumer, le fumer tue est peut-être pas la meilleure stratégie. Peut-être que fumer pue serait la meilleure stratégie. Et donc c'est un petit truc rigolo que vous pouvez avoir en tête en mode fumer tue versus fumer pue pour vous dire quand on fait bouger les représentations, qu'est-ce que ça veut dire faire bouger les représentations et que c'est peut-être qu'on n'a pas les meilleures stratégies parfois en croyant qu'en parlant le pire à long terme, on a le plus d'impact. Parfois parler du pire à très court terme, c'est-à-dire que vos voisins vous trouvent que vous schlinguez, va peut-être être plus efficace et même peut-être amener plus de changements. Donc 2 petits éléments à vous partager et je m'arrêterai après ça sur les représentations qu'ont les personnes et qu'on doit amener à bouger pour qu'elles acceptent le changement, pour qu'elles même participent ou fabriquent le changement. Il y a 2 dimensions qui n'ont strictement rien à voir. Il y a les dimensions qui sont liées aux valeurs, il y a les dimensions qui sont liées au principe d'inertie. Les personnes n'ont pas envie de changer. Et c'est pas du tout la même chose. Sur les valeurs, qui est le premier point, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, et Dieu sait si j'ai rencontré des personnes différentes, j'ai grandi dans un quartier populaire, je suis arrivé à Sciences Po, j'ai été militant écolo, j'étais dans les milieux, on va dire, très engagés sur les alternatives sociales.
j'ai vu des diversités de personnes, de religions et de cultures. Je n'ai jamais vu de personnes qui n'avaient pas des valeurs éthiques très fortement ancrées en elles. Et ces valeurs-là, qui étaient les leurs, provoquaient des conflits de valeurs très forts, qui sont souvent des conflits générationnels, des conflits culturels, des conflits d'identité professionnelle, les ingénieurs contre les sciences humaines, les sociologues contre les économistes, et qui en fait nécessitent que pour amener du changement, vous compreniez les valeurs profondes que les personnes ont en elles, parce que c'est des personnes qui ont une valeur, qui ont une dignité, qui se battent pour un monde plus juste et qui va en contradiction avec vous. Pourquoi? Une fois que vous avez compris les valeurs qu'elles portent et qui souvent sont très proches des vôtres, vous allez devoir comprendre comment leur permettre de prendre conscience que les enjeux écolos ou les enjeux de solidarité sont décisifs pour l'organisation. Et il y a 3 possibilités, 3 leviers. Les leviers qui sont cognitifs, donc c'est faire appel à leur rationalité, leur montrer comment, pourquoi, qui marche très bien avec les ingénieurs. Donc leur proposer une fresque du climat, ça les aidera très bien à comprendre. Émotionnel, c'est-à-dire que ça va être ce qui est de merde, mais il y a ça qui se passe, mais c'est pas possible, comment on peut accepter ça? Donc il va passer par des documentaires, par des ou alors mais c'est possible en fait, on peut le faire, et avec un autre documentaire comme Demain par exemple qui va provoquer ça. Et il y a les leviers qui sont moraux, c'est-à-dire que vous débattez avec eux et vous leur montrez que pourquoi d'un point de vue moral, c'est pas juste d'avoir tel niveau d'inéquité de salaire, d'avoir tel impact écologique, de leur dire mais en fait est-ce que c'est juste qu'un agriculteur gagne 500 euros et comment on peut faire en sorte que on choisisse le système le plus juste. Pour défendre une AMAP, moi je la défends pas du tout d'un point de vue rationnel ou d'un point de vue émotionnel, je la défends d'un point de vue moral. Je dis les agriculteurs ils sont dans cette situation, est-ce que c'est logique que quand il y a une tempête, ce soit eux qui perdent de tout et qui payent tout et nous en tant que consommateurs qu'on n'en subisse aucune conséquence? C'est pas logique, c'est pas sain, c'est pas digne en termes de valeurs morales qui sont les miennes. Et la personne dit bah oui je suis d'accord et comprend vraiment pour moi la profondeur de la map. Alors que sinon on explique des systèmes complexes d'agriculture, on parle de PAC et les personnes on les perd en fait dans la plupart des cas. Donc ça c'est des choses que vous pourrez avoir qui va répondre aux valeurs de la personne, comprendre ses valeurs et lui permettre de comprendre que potentiellement ces valeurs, si vous le pensez évidemment, ces valeurs ne sont pas en cohérence avec les enjeux actuels pour une variété de raisons et donc vous allez partager avec elle soit des éléments rationnels, soit des éléments émotionnels, soit des éléments moraux pour l'amener à bouger. Mais il y a une autre dimension qui est liée à l'inertie. Les personnes savent très bien qu'elles ne sont pas en cohérence avec leurs valeurs, mais soit elles ont une inertie psychologique, j'ai peur de bouger, j'ai pas envie de changer, c'est compliqué pour moi ce que tu me racontes, je suis dans mes habitudes. Soit il y a une inertie sociale, j'ai pas envie de ressembler à un bobo, j'ai pas envie de ressembler à un amiche, j'ai pas envie d'être jugé par les gens autour de moi. Qui va être très importante à intégrer. Soit il y a une inertie qui est pratique, je vois pas comment faire, ça rentre pas dans mes routines, c'est compliqué, c'est trop cher, et où en fait quand quelqu'un vous dit le bio c'est trop cher, vous regardez son salaire qui est généralement 2 fois ou 3 fois supérieur à ce que j'ai jamais gagné dans ma vie, alors que je mange bio tous les jours, et dire en fait oui mais le truc c'est que tu bois de l'alcool fort en soirée 4 ou 5 fois par mois, peut-être que c'est cette dépense là en fait qui est superflue plutôt que en fait le bio qui est bon pour ta santé et celle de tes enfants. Et du coup, ça c'est des trucs pratiques où vous allez essayer de comprendre les solutions pour que les personnes bougent. Donc là, je parle de changement personnel, mais vous pouvez pareil le faire dans l'organisation. Et du coup, une fois que vous avez compris ces blocages, il s'agit de soit trouver les mots magiques, donc là qui vont plutôt jouer sur le côté psychologique ou sur les représentations sociales, les représentations liées à ce que les autres se disent, enfin, donc ce que j'ai appelé les inerties sociales. Ou alors vous allez trouver des solutions très pratico-pratiques en disant ah mais t'as pensé à aller à tel endroit, ça sera très simple pour toi. Ah bah ouais c'est génial cette solution. Ah merci tu m'as résolu mon problème juste avec un tout petit conseil, c'est vachement plus simple comme ça, c'est génial quoi. Donc sur la pratique du vélo, il y a des solutions pratiques à donner aux gens. Ah bah oui évidemment. Donc quand vous allez accompagner une organisation à bouger, vous allez accompagner les personnes à bouger, ayez toujours en tête de savoir si vous êtes en train de parler dans le registre des valeurs ou vous êtes en train de travailler sur un principe d'inertie. La personne elle est clairement d'accord avec vous, même si elle vous le dit pas forcément, mais en fait c'est qu'elle voit pas comment en faire et donc elle préfère se mettre la tête dans le sable comme une autruche pour ne pas voir, ne pas entendre et ne pas savoir. Et là vous allez justement chercher à comprendre ce qui la bloque et lui proposer des solutions. Et ça vraiment ça va aller pour votre voisin et le tri sélectif, comme pour votre chef d'entreprise ou votre directeur général des services de votre institution, où en fait ces blocages peuvent être complètement personnels et en fait bloquer toute l'organisation. Et donc parfois, par une simple discussion, vous amenez un déblocage. Et il se trouve qu'aujourd'hui, pour moi, c'est ce qu'on dit dans l'Institut, il faut former des artisans de la transition. Et les artisans de la transition, en fait, ce sont les personnes qui, comme elles peuvent, en bidouillant, en bricolant, arrivent à débloquer les situations. Et débloquer les situations veut souvent dire aller convaincre tout le monde de se mettre à bouger
Parce que ce qui est vraiment très important pour moi de partager, je l'ai dit plusieurs fois et je leur dis, ce n'est pas les solutions techniques qui vont seules nous sauver, puisqu'en fait, les solutions techniques, elles sont appropriées par des personnes. Et donc, il faut que les personnes, on va dire, évoluent pour que les organisations se transforment. Et donc, c'est là où ce que j'ai pu partager à la fin peut être quelques clés, encore une fois, très, très brèves. Donc, n'hésitez pas à regarder quand on pourra les publier, les webinaires sur donner envie d'agir et accompagner le changement, accompagner les engagements écologiques. Et sinon, après, on a les formations qu'on propose qui sont sur le temps long, qui permettra de partager beaucoup mieux. Et je m'arrête là. Ok, merci beaucoup Martin du coup pour ces éclairages. Du coup, voilà, on a vu ensemble en gros quels étaient les grands enjeux, comment on pouvait les identifier dans nos activités, comment ensuite on pouvait travailler dessus pour améliorer les impacts, en tout cas les réduire si tant est que le produit ou le service a une réelle utilité. Et puis ensuite, on a vu avec Martin comment justement on pouvait agir avec les personnes au sein des organisations pour lever les freins et puis activer certains leviers. Donc, merci en tout cas pour votre écoute et puis pour vos questions. Donc, juste pour terminer, je voulais juste vous dire qu'on a une formation de l'Institut Transition qui est dédiée entièrement à ce sujet. C'est une formation inspiration justement sur les impacts dans laquelle on va aller creuser tous ces aspects qu'on a balayés là très très rapidement. Donc, merci à tout le monde pour votre écoute, votre participation. On espère que ce webinaire vous a plu, vous a apporté quelques clés, quelques pistes de réflexion pour la suite. Donc, on vous souhaite aussi, bien sûr, de poursuivre vos engagements pour rendre nos activités plus écologiques, plus solidaires et contribuer à la transition écologique.